C'est bon, on est installé? On est au complet ou pas? Non, c'est pas grave. Bienvenue à tous, merci d'avoir osé entrer, merci d'être sous la couette. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie Vincent, je suis sexologue à Vichy depuis 1 an et demi, installée en libéral. J'interviens un petit peu sur la lutte contre le cancer, sur les problématiques de perte de féminité apparente, de perte de masculinité apparente aussi, parce que j'ai beaucoup d'hommes en perte d'érection, problèmes d'ordre intime et sexuel. Et j'interviens surtout en fait au niveau psychologique, alors en partenariat avec les urologues et les médecins. Vous arrivez chez moi avec vos traitements, avec vos ordonnances et vos analyses. Et ce qu'on prend en compte, c'est tout ce qui se passe dans votre vie perso, votre gourmandise au niveau nourriture, votre sommeil, vos cycles, vos rythmes. Et on étudie ensemble ce qui bloque. Il faut savoir qu'à 40% des problèmes sexuels, physiologiques, il y a une origine psychologique. Parce que la société, parce que les croyances qu'on a, parce que ce que nos parents nous ont inculqué sur certains points où ils n'étaient pas à l'aise, parce que la transmission générationnelle de plein de choses va faire que parfois on n'ose pas. Et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour avoir une sexualité, pour en profiter et pour aller encore plus loin. Alors, je vous montre cette petite vidéo qui parle d'elle-même. On a perdu le réseau. Alors, pour la petite histoire, c'est une publicité que vous pouvez retrouver sur Culture Cube. C'était une émission à une époque sur M6 qui passait le dimanche tardivement, juste avant le film érotique. Donc, voilà. Donc, ceux qui connaissent, on sait. Voilà, on sait jusqu'à quelle heure ils étaient levés le dimanche. En tout cas, c'était une émission qui permettait d'avoir une ouverture sur des publicités qu'on n'a pas ici. Et on sait tous qu'aujourd'hui, les médias véhiculent nos pensées, nos représentations de la sexualité, et j'avais envie de vous faire partager celle-ci. J'aimerais que vous deviniez de quel pays elle vient. Alors c'est écrit en anglais, ça veut dire pour lui, elle aura toujours 30 ans. Voilà. Ça sont des pays d'origine. moi je parle l'Angleterre. Un peu plus proche de nous. L'Espagne, Des Belges. La Suisse, oui. C'est une mutuelle suisse, donc qui est spécialisée senior et qui diffuse ça. C'est plus diffusé aujourd'hui, mais c'était en 2006, donc c'est assez récent. Et c'est très beau, comme quoi on peut faire des très belles choses, sensuelles, visuelles, sans tabou et avec un corps vieillissant, qui est tout à fait poétique. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir osé rentrer. La porte s'ouvre toute seule. Alors, les personnes qui ont... Enfin, dès que vous venez vous asseoir, vous avez sur votre chaise des petits questionnaires. Normalement, dans tout le reste des autres conférences, c'est des questionnaires importants à remplir pour l'équipe ici, pour que les choses se passent mieux encore la prochaine fois et qu'on réponde à vos attentes. Mais là, si vous êtes sage et que vous les remplissez bien, à la fin, vous irez voir ma collègue Cécile et elle vous remettra un petit cadeau en lien avec ce qu'on aura partagé et vu pendant la conférence. Et j'ajoute que c'est un cadeau par questionnaire. Ah oui, et par personne. On n'en remplit pas 12, hein.
En sexualité comme ailleurs, dans plusieurs conceptions et écoles, on dit qu'il ne faut jamais en demander plus à la nature. C'est-à-dire qu'on peut aller au potentiel maximum de la nature. Une plante va pouvoir s'épanouir au maximum, on va lui donner tout ce qu'il faut pour ça. Mais on ne peut pas lui demander de faire des pêches si c'est un prunier. Et c'est important pour la sexualité comme pour d'autres capacités au niveau du corps, les capacités cognitives, les capacités sociales, avant d'être dans quelque chose qui peut être frustrant, compliqué, difficile à vivre, la base, c'est de faire un bilan. Un bilan de où on en est, qui on est, quelle essence on a, quelles envies on peut assouvir et quelles envies on ne peut pas. Et ça, cette prise de conscience de où on en est et comment on est constitué et jusqu'où on pourra aller, c'est peut-être le premier pas le plus difficile. Mais ça fait partie vraiment de ce qu'il y a à mettre en place pour soi pour que ça se passe bien. C'est pas de rêver à des images qu'on va voir sur des médias, sur des magazines, dans des films et autres, et de se dire que ça n'est plus possible. C'est toujours possible, par contre, on ne peut pas aller sur ce qu'on n'est pas. Et c'est surtout ce que je veux amener, c'est d'aller au bout de soi, mais pas au bout de l'autre. Alors oui, je vous ai mis cette image qui paraît un peu rigolote, mais c'est tout simplement pour représenter la manière dont on se supporte l'un l'autre dans un couple. Alors c'est pas que lié à l'âge des seniors, mais c'est aussi le fait de se dire qu'on est toujours le tuteur de l'autre. C'est-à-dire que là où la personne ne pourra pas aller, sur une position, sur une envie, sur un fantasme, eh bien on va la soutenir pour qu'on aille dans la même direction. Et ça c'est très important à prendre en compte, surtout à partir d'un âge où on a l'impression, où on imagine que l'autre va dire non, ou qu'on ne lui plaît plus, ou qu'elle nous trouve moche. Déjà, avant, il faut savoir ce qu'elle a besoin ou ce que lui a besoin en face. Et le slow sex, donc, qui est un des ouvrages et une des pratiques qui est enseigné un peu partout, à n'importe quel âge, mais qui permet d'aller vers une sexualité plus douce, plus lente. Slow, ça veut dire lent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la slow life. Alors, c'est tout ce qui est méditatif, les marches sophrologiques, le manger en pleine conscience, la respiration pendant le sport, pendant la conduite. C'est tout ce qui va permettre à l'organisme, au cerveau et à la personne de ralentir tout simplement. Parce qu'on est dans une société où tout va vite et s'il y a bien une chose que les seniors et que quand on est dans cette force d'âge-là, on peut enseigner à l'autre et à la personne plus jeune, c'est ralentir. C'est très important et dans la sexualité, si on ne prend pas le temps, on ne pourra pas aller vers quelque chose de plus rapide non plus. Et il n'y a pas d'intérêt à sauter des étapes, c'est plutôt plus sympa de prendre son temps. Alors, les seniors, de qui on parle? Donc, il y a plusieurs types de seniors. Moi, dans mon domaine en sexologie, Claire de Guis, qui est une personne qui a intégré le tantra en France, qui a permis de dédramatiser les choses, qui a été une des premières sexologues en France, c'est lié avec Jean de Castrehead, qui est aussi un psychologue, philosophe et sexologue. Et ils ont pu mettre en place des catégories, on va dire, de seniors. Alors, dans les statistiques universitaires, bonjour, bienvenue mesdames, on est senior à partir de 55 ans. Alors, ça fait très jeune, mais c'est surtout parce que le mot senior, pour l'instant, est encore un mot qui veut dire vieux, quoi. Eh bien non, et puis vieux, c'est pas du tout un mot qui est péjoratif, c'est juste un état de fait par rapport à un âge et par rapport à un âge d'espérance de vie. Aujourd'hui, l'espérance de vie féminine est de 85 ans et masculine de 74 ans. Quand on est dans des pays où l'espérance de vie est de 35 ans, à 30 ans, on est vieux. Donc on est toujours le vieux de l'autre, de quelqu'un, ou le jeune d'une autre personne. Donc c'est surtout très relatif. C'est comme le yin et le yang. On est yin par rapport à un yang. La lune est yin dans la mesure où la force du soleil est yang, c'est-à-dire masculine, et yin féminine. Donc
on a ces repères-là, mais ça reste des repères. C'est surtout nous pour travailler, pour nous dire, en termes de capacité cognitive, de perte au niveau du cerveau et de la physiologie, où on va se situer et dans les statistiques, qu'est-ce qui se passe. Donc dans ces seniors, dans ce classement-là, on a les masters. Alors à votre avis, masters, c'est de quel âge à quel âge? 55, C'est les plus jeunes. C'est les plus jeunes, 55, 60. à peu près. Oui, c'est 55-64. Alors c'est un peu bâtard comme coupure, mais c'est lié à plein d'autres choses. Alors les masters, c'est les gens qu'on appelle les seniors actifs. Donc c'est quand on entre dans la classification senior et qu'on vient juste soit de terminer son travail et on commence la retraite, ou alors on n'est pas encore en retraite. Mais souvent c'est des personnes où parfois les enfants sont encore à la maison. Il y a souvent encore une vie de couple, parce que sur ces générations-là, il y a encore beaucoup de couples mariés. Et pas encore d'entrée dans la maladie, quoique la maladie est présente de plus en plus jeune, notamment avec les cancers aujourd'hui. Mais c'est une catégorie relativement ouverte sur la sexualité, assez, on va dire, active. Et moi, dans les speed dating, c'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que ce sont des gens qui sont vraiment en recherche de relations, de ne pas perdre le lien social et qui ont encore une envie assez importante. Et là, sur ces hommes-là, au niveau dysfonction érectile, on est au début. Il faut savoir que pour un homme, il y a une perte d'androgènes et d'hormones à partir de 50 ans. Pour une femme, c'est beaucoup plus variable, mais à partir de 45 ans, on est déjà en préménopause. Après, bien sûr, il y a des femmes qui ont la ménopause à 30 ans et d'autres à 70. Là-dessus, il n'y a pas de règle, bien que cela vienne d'une manière générale de nos grands-mères et de tout ce qui a été transmis dans nos cellules avant et dans notre manière d'envisager le cycle menstruel. Donc ça, je t'en parlerai plus tard. Ensuite, les libérés. Alors, là, on était jusqu'à 65 ans. Donc, on est... 65, 73, 14, quoi. Ouais, c'est ça. 64, 74. Donc, c'est, à votre avis, libéré, c'est pour faire référence à quoi? On a plus d'enfants et on n'a plus de contraintes. On se lance la pêche. C'est ça. C'est ça, c'est la pêche. C'est le moment d'en profiter, de trouver un second souffle. Quand Catherine Millet parle de seconde vie, elle parle à partir de cet âge-là, à partir de 65 ans, où elle parle d'une nouvelle sexualité. Et effectivement, il y a toute cette recherche de se renouveler, de continuer à avoir une vie associative, de se trouver aussi peut-être un autre rôle que celui d'élever les enfants qui viennent de partir. Et c'est aussi par contre un âge très médian où il y a énormément de débuts de dépression. Et c'est vrai que la santé mentale, dans son acception globale, hein, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on n'a pas de névrose ou on n'est pas sous psychotrope, eh bien c'est une période très vacillante, beaucoup plus que juste l'entrée dans la catégorie senior ou quand on est plus âgé ou déjà on a un recul. Et donc c'est une catégorie pour nous qu'il faut soutenir parce que c'est là où on va préparer tout ce qui va se passer après. C'est là notamment où on peut, avec des ergothérapeutes, comme Julie Maillet qui était au-dessus tout à l'heure, que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer, où on va être dans des moments où on va être sur la prévention. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue à voyager? Est-ce qu'on va faire des projets? Est-ce que j'adapte ma maison? Et tout ça, tous ces petits réglages de vie vont contribuer aussi à mettre en place une nouvelle vie sexuelle. Est-ce que je change ma lingerie? Est-ce que je change de look? Est-ce que je change mes cheveux? Tout ça rentre en compte. Ensuite, donc, on a les paisibles. Donc, on en était à 75 ans. Donc, paisible, c'est à peu près jusqu'à 85 ans. Et là, c'est vraiment la période de sagesse, de recul. Souvent, c'est l'âge où on commence à écrire ses mémoires et à vouloir penser à la transmission. Et c'est pareil en termes de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet si à un moment donné on n'est pas à l'aise avec son corps ou quand on a des petits-enfants qui viennent nous voir et qui ont des questions, qui ont des premiers amours, qui ont des choses qui commencent à bouger dans leur vie intime. Peut-être qu'en France c'est pas encore clair, mais cet aspect-là d'une grand-mère, d'un grand-père est un des piliers de vie.
C'est-à-dire que ce qu'on va transmettre à un niveau intime, ne serait-ce que pour les menstruations et sur bien d'autres choses au niveau du corps, ça saute une génération, on dit. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que les cycles d'une grand-mère sont les mêmes que sa petite fille. Et parfois, les pathologies gynécologiques ne vont pas être les mêmes que celles de la mère. J'ai l'exemple sur les cancers. Sur le risque génétique de cancer, on a plus de risque d'avoir un cancer si notre grand-mère en a eu un, notamment au niveau cancer du sein, mais c'est important de se dépister dès 15 ans s'il y a ce risque-là, donc c'est très jeune. Aller faire une mammographie à 15 ans, on n'y pense pas forcément. Mais si notre grand-mère a une bonne approche de ça, c'est comment prendre la chose, les choses se font différemment et peut-être plus naturellement. Et donc c'est un moment de vie où c'est important de penser à ce qu'on transmet. Et c'est pas nécessaire d'avoir des enfants ou petits-enfants pour être dans cette démarche-là. Il y a plein d'associations, il y a plein de mises en place. Ici, à Vichy, c'est ce qu'on veut faire, c'est de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est des âges où la sagesse, la prise de recul sur sa vie permettent de pouvoir avoir un regard lucide et un regard expérimenté, et notamment sur la sexualité et sur l'intime. Si on a des personnes à cet âge-là qui se sentent déconcernées du sexuel et de l'intime et de la prise en soin de son corps, de la prévention, de dire à ses petits-enfants, oui, le sexe c'est bien, mais moi j'ai connu des années où il n'y avait pas le sida, mais il faut se protéger. Voilà, c'est des choses où ce cadre-là, on le perd un peu, l'appui de nos anciens. Et pour moi, il est très important qu'il soit véhiculé. Donc c'est en parlant à ces personnes-là qu'on va pouvoir mettre en place des choses. On est dans des sociétés où il manque un petit peu le lien. Et les paisibles, les grands aînés, il faut aller les voir, il faut les solliciter. Et on a tous les outils aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc les grands aînés, on parle de personnes au-dessus de 85 ans et qui sont par contre souvent dans des problèmes d'autonomie, de dépendance, d'incontinence. Alors c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Toute sexualité est possible, qu'on soit handicapé, senior, grands aînés ou pas. L'important c'est juste de savoir qu'est-ce qui se passe physiologiquement, psychologiquement et ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais il n'y a pas de barrière, c'est pas parce qu'on est incontinent que derrière on n'a pas de sexualité. Quand on est dans le ventre de notre maman, on vit dans tous nos liquides et pourtant, dès 4 mois de vie dans le ventre de la maman, il y a déjà une activité sexuelle qui se fait à un niveau inconscient. Donc on ne peut pas réprimer cette part-là de nous, elle est en nous jusqu'à la fin. D'ailleurs, au Père-Lachaise, il y a quelques tombes où en fait il y a des gisants au XVIIe siècle qui étaient représentés avec les érections. Donc c'est-à-dire qu'on a le gisant sur sa volonté. Il y a quelques rois qui sont morts entre 75 et 80 ans qui ont un corps où on voit clairement toute l'anatomie. Et ça c'était normal, c'était pour véhiculer une certaine virilité et pour dire qu'on va jusqu'au bout. Dans les représentations des tablettes égyptiennes, les gens sont sexués mais on ne dit pas leur âge. Et pourtant on sait qu'il y a des rois, que certains étaient morts à des âges avancés pour eux. Donc le tabou, il est vraiment lié à la culture. Est-ce que vous connaissez le musée des arts d'Afrique et d'Asie à Vichy? Eh bien là-bas, vous pourrez voir des œuvres où on montre vraiment les attributs sexuels et où il n'y a pas de limite d'âge. La Vénus Callipyge, c'est pas une Vénus de 30 ans. Vraiment la vraie Vénus Callipyge qui était présente dès 500 avant Jésus-Christ et qui est considérée comme une déesse, mais qui est surtout une représentation de la féminité à laquelle on donnait hommage. C'est-à-dire le but c'était de parler aux femmes, entre femmes, avec une représentation du corps tel qu'il est, avec les seins tombants, avec les hanches arrondies, avec les fessiers tombants aussi, mais surtout avec un vrai corps de femme. Alors on y arrive petit à petit, dans les médias, à nous véhiculer ça, mais ça tient aussi de nous et ça tient aussi des générations plus âgées à pouvoir défendre et à être fiers de leur corps et de qui ils sont. Et ça, c'est toute une démarche en psychosexuel où on va aller chercher qui on est, pourquoi,
Et ce qu'on est à l'extérieur, c'est l'histoire de qui on est à l'intérieur. Et toute expérience vécue a la légitimité d'être assumée. Une ride ici, c'est parce qu'on a rigolé à tel âge. Une autre, c'est parce qu'on a été triste à tel âge. Chaque morceau de son corps a une histoire. Et quand on travaille en sexologie, c'est de se réapproprier petit à petit ces parts du corps. C'est-à-dire que face à un partenaire, à une partenaire, on va se regarder, mais avec cette envie d'aller chercher l'histoire de l'autre, de se regarder au fond des yeux. Ça vient des pratiques amérindiennes, donc, qui viennent des accords toltèques. C'est Don Miguel Ruiz, qui est au Mexique, qui travaille sur les accords toltèques, tout simplement parce que dans ces civilisations-là, on a des habitudes de reconnaissance de l'humanité de l'autre. Et pour avoir une pleine jouissance, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit dans le plaisir de vie tout simplement, il faut juste pouvoir être reconnu en tant qu'humain, en tant qu'espèce, tel que l'on est. Et le plus simple exercice, la première chose que je fais faire aux couples, aux gens qui ont envie de rencontrer une autre personne, c'est d'en regarder une autre au fond des yeux et d'aller y chercher l'humanité de l'autre. Et puis après, petit à petit, on va sur le corps et sur la respiration. Et si on prend le temps à deux d'aller explorer, d'aller reconnaître, d'aller légitimer chaque partie du corps de l'autre, on se rend compte que finalement, l'ancrage est plus important, la respiration se calme et on peut arriver à des respirations plus sexuelles, à des échanges plus doux et beaucoup plus fluides entre l'un et l'autre. Alors, 64% des femmes actives sexuellement sont satisfaites. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui ont été faites par une sexologue qui s'appelle Marie-Hélène Colson, qui fait pas mal d'enquêtes sociologiques, notamment sur le nombre de patients qu'elle peut avoir et sur tous les mouvements sociaux qui ont lieu en Angleterre. Et elle s'est rendue compte que quand même, il y avait une grande partie des femmes qu'elle recevait après 65 ans qui étaient actives sexuellement. Et quand on les interroge, elles sont tout à fait satisfaites de leur partenaire. Et donc ça, il y a eu une autre enquête aux États-Unis où, en réalité, on est quand même à 600 millions de plus de 60 ans dans le monde et la population vieillit. Donc, c'est plutôt positif dans le sens où on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir travailler sur de la transmission justement. Alors, je vous ai mis cette affiche de film, qui est un super film avec Meryl Streep, qui permet justement de se rendre compte de cette vie sexuelle. Alors, il y a eu une période où on les appelait les cougars. Je ne suis pas très d'accord avec cette appellation parce qu'elle est un peu péjorative. Mais bon, le cougar, ça reste un animal fort et complètement bien dans sa sexualité. On n'arrivera jamais à une sexualité telle que les lions ou les félins en ont, mais bon, on est dans quelque chose où il n'y a plus de tabou là-dessus en fait. Il y a tout un jeu de séduction entre des personnes jeunes et moins jeunes, et sur la partie anglo-saxonne, la seule chose qui me gêne, c'est qu'on est dans le jeunisme. Sur un autre film qui s'appelle Amour de François Ozon, on a beaucoup plus cette bienveillance et ce respect du vieillissement de l'autre, parce que c'est un homme qui accompagne sa femme jusqu'à sa fin de vie, dans des moments très très difficiles, et on y perçoit quand même le désir sexuel, l'amour, la bienveillance. Et voilà, c'est important parce que jusqu'au magazine Femme Actuelle, on a une partie senior. Et donc, il y a eu un magazine Femme Actuelle qui est sorti, qui est spécial senior. Donc voilà, il y a une nouvelle prise en compte de ce qui se passe à un certain âge. Il y a eu aussi la série Cougarton, bon, qui est ce qu'elle est, mais qui met en avant une réalité, c'est-à-dire que oui, il y a du désir post-ménopause, oui, il y a du désir après 50 ans. Des années 2000. Et puis Catherine Millet qui a largement contribué à la mise en avant de la femme après 50 ans. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut vous faire sécréter de la DHEA? Vous savez ce que c'est la DHEA? C'est une hormone. Comment?
Non, c'est pas celle-ci. C'est plutôt anti-lisse. Oui. C'est une hormone qui renouvelle les cellules, qui a été utilisée dans les plans anti-cancer par de nombreux médecins, où en fait c'est prescrit en plus d'un traitement normal, hein, d'un traitement classique. Mais c'est vraiment une des hormones qui permet le renouvellement cellulaire et l'oxygénation du cerveau. Donc un orgasme fait sécréter 20 mg de DHEA, ce qui n'est pas négligeable. Soulage la dépression. Alors, évidemment, est-ce que quand vous faites l'amour, vous êtes déprimé après? Comment? Est-ce que vous êtes déprimé après avoir fait l'amour? Voilà. Voilà, c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Voilà, c'est le but. Donc ça abaisse le stress. Tout simplement parce que au niveau du cerveau limbique et de l'hypothalamus, on a une réelle action, c'est-à-dire avec l'hormone du plaisir, l'ocytocine, la sérotonine, la phénylalanine et une autre que je n'ai plus en tête. Ocytocine, sérotonine, dopamine, voilà, parce que ça rebooste. Et ça, c'est très important. Alors, il faut savoir que la plupart des troubles sexuels, sont liés à un manque de certaines de ces hormones. Donc, par exemple, on va arriver chez moi, on va être fatigué, un peu flappy, un peu en manque d'énergie, trouble du sommeil, trouble alimentaire. Bon, ça marche pas, qu'on soit un homme ou une femme. Et bien, si on cherche bien, c'est parce que sur les derniers rapports sexuels, il n'y a pas eu cet élan de joie. Ça a été fait parce qu'il fallait le faire. Et puis on mange parce qu'il faut le faire. Puis on se lave les dents parce qu'il faut le faire. Et au final, on vit parce qu'il faut le faire. Et c'est d'aller retrouver tout ça, de simplement donner du sens aux choses. Pourquoi je fais? Et si on a la balance avantage-désavantage, si on a la balance action-bénéfice, je mets en place et derrière j'aide, eh bien on se rend compte que quand on trouve du sens aux choses, on fait monter la dopamine. Et faire monter la dopamine, c'est derrière avoir une meilleure fluidité au niveau des réseaux et des canaux qui vont faire circuler les organes sexuels. Et derrière, si on se sent bien, si on s'en félicite, on peut avoir des taux hormonaux qui remontent, tout simplement. Parce que les innervations du cerveau viennent aussi des pensées et de ce qu'on met dans les choses. C'est pas en mettant du sel qu'on sale nos aliments, c'est en y mettant de la saveur. Et la saveur, elle vient de ce qu'on intègre à l'intérieur et de ce qu'on a envie de véhiculer. Et ça, c'est très important. Alors, je parle de prévenir l'incontinence, parce que oui, quand on travaille bien son périnée, quand on a l'habitude de connaître son appareil sexuel, d'aller vers un contrôle de son corps, tout le muscle pubococcinien et le muscle du périnée, c'est tout ce qui contient les organes. Et donc, on ne pourra pas pallier à l'incontinence qui arrive à un certain moment de la vie chez certains et pas chez d'autres, mais si on a une activité sexuelle régulière ou au moins une activité du périnée, sans avoir forcément de rapport sexuel, on a un vrai résultat sur l'incontinence. Et l'incontinence, il faut savoir qu'à 40% en France, elle arrive avant 80 ans et qu'il y a 18% de femmes aujourd'hui en France à 30 ans qui sont incontinentes parce que soit il y a eu accouchement difficile, soit il y a eu pratique sportive abusive, un petit peu trop dense, trop speed, on malmène son corps, soit il y a eu violence sexuelle ou en tout cas activité sexuelle forcée ou mal gérée qui font que notre périnée peut vite se détendre. Et donc c'est très important chaque jour de penser un peu à son périnée. Et l'incontinence, c'est aussi lié à un état émotionnel. Et donc quand on se sent contenu, la vessie c'est le pendant en médecine chinoise de tout ce qui est peur profonde et émotion d'instabilité. Donc quand une femme se sent contenue, elle va contenir aussi. Et un homme aussi. Et la légitimité, la reconnaissance qu'on n'a parfois pas eu enfant quand il y a eu des incontinences jusqu'à 12 ans, 14 ans, et c'est très très fréquent, on se rend compte qu'à 70 ans, ça revient.
parce que émotionnellement, le lien n'a pas été réglé, tout simplement. Donc, cet aspect-là du sexuel, être contenu, avoir un lien au niveau du toucher, au niveau de la tendresse, de l'affection, de qui on est pour l'autre, de se sentir aimé, eh bien ça paraît tout bête, mais ça a quand même beaucoup d'importance pour après prévenir l'incontinence. Alors on a aussi une réduction des risques d'AVC grâce à l'activité sexuelle parce que ça fait travailler tout l'aspect cardiovasculaire et que c'est très important de faire attention à son cœur, à tous les âges. Et plus on va avoir une circulation à ce niveau-là, plus on va permettre à son cœur de se préserver. Parce qu'en fait, il y a des exercices physiques qu'on ne peut plus faire à un moment donné, au niveau cardio, on ne va plus pouvoir sauter partout. Mais par contre, même sans bouger, si on fait monter l'énergie sexuelle, on arrive à du 140 ppm, c'est-à-dire un battement par minute de 140. Sans faire grand-chose à un niveau acrobatique, c'est simplement des montées et des descentes à l'intérieur du corps. On le voit en yoga avec une respiration qui est la respiration du feu, où on fait activer les mouvements respiratoires en profondeur. Et bien ça peut se travailler sur le sexuel. Le sexuel, c'est avant tout aussi respiratoire, puisque c'est une circulation. Alors, antidouleur, oui, parce que tout ce qui est endorphine va permettre de mieux supporter la douleur. Et donc, avant de prendre des médicaments opioïdes et des choses avec des effets secondaires un petit peu lourds, eh bien, pourquoi pas s'offrir un moment de plaisir, même avec soi. C'est pas forcément obligatoire d'aller vers quelqu'un d'autre, mais de toute façon, une décharge orgastique à un niveau excitatoire, c'est-à-dire si on reste vraiment que sur la fonction sexuelle génitale, est déjà une décharge d'émotions négatives à évacuer et aussi permet de retrouver un lien à son corps en dehors du réseau, du réseau parasympathique, c'est-à-dire qu'il y a les deux réseaux, le système parasympathique va permettre d'apaiser tout ce qui va être contraction, contracture et douleur. Et souvent, on se rend compte qu'on peut lever beaucoup de blocage au niveau du ventre. Et l'appareil digestif est très très lié à l'appareil sexuel. Et quand il y a des nœuds ou des choses compliquées à digérer, prenez le temps de vous donner du plaisir. Alors, il y a aussi une chose pas négligeable, je parlais de dépenses au niveau énergie et au niveau cardiovasculaire. À chaque orgasme, qu'il soit petit ou grand, c'est-à-dire dès qu'il y a des charges, en fait, on le sent au niveau du corps quand ça arrive, si on arrive à s'y connecter, eh bien, on perd 1500 calories minimum. 1500 calories, c'est l'équivalent d'un hamburger, par exemple. Donc, on peut faire beaucoup de régimes, mais on peut aussi avoir une activité sexuelle, ça marche aussi. On parle de favoriser la longévité aussi parce que Mantak Chia, qui est un Tao sexologue, théoricien, qui a fait pas mal qui a ouvert pas mal de centres de Tao dans le monde entier, a pu prouver, grâce à la philosophie taoïste, que la plupart des personnes dans le monde qui vivaient le plus loin possible en âge, c'est-à-dire qui atteignent plus de 100 ans, donc il y a les sardes avec leur régime plutôt méditerranéen et tout ça, mais on sait qu'ils ont une activité sexuelle au moins dans le couple importante. Par contre, il y a les taoïstes qui font partie des personnes qui vivent le plus tard possible, et c'est juste parce qu'ils ont une activité sexuelle régulière, saine et non culpabilisée. Alors souvent, c'est des personnes qui vivent en monastère, donc c'est une activité sexuelle solitaire. Donc voilà, il ne faut pas forcément un partenaire, mais c'est simplement parce qu'ils régulent tous les canaux de leur corps. Ils régulent la montée au niveau des glandes surrénales, ils régulent au niveau de l'hypophyse, et du coup, on se rend compte qu'il y a une réaction sur tout ce qui va leur permettre de survivre plus longtemps. Alors oui, vieux motard plus jamais, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se trouver soi, pour trouver son mode sexuel, pour trouver sa fonction et sa fonction excitatoire. Alors à votre avis, qui est-ce qui a dit ça? C'est quelqu'un qui compte dans la région en plus.
Savez-vous que toute fleur est un sexe? Y avez-vous songé en respirant le parfum d'une rose? Giscard. Non, c'est pas Giscard. C'est ça comme Daniel Gilbert. C'est pas elle. Elle aurait pu, alors. C'est une femme. C'est pas une femme. C'est un écrivain. C'est un écrivain. Non. Ah oui, c'est un écrivain. Oui. Un Verlan. Non. Quel siècle? Georges Sand. Alors, je ne sais pas le siècle. Madame de Sévigné. Non, c'est plus récent. C'est un homme. Oui. Ouais, c'est un écrivain. Oui. Qui habitait pas très loin de Moulins. J'ai pas son nom. Oui. Mais je Pas le nom. Les non, pas les filles. Non. Ça aurait pu aussi. Il y a des Un indice. Il y a une salle à son nom, pas loin d'ici. Non. J'ai pas trouvé de phrase sexy de Valérie Larbon. Mais je cherche. D'accord. Il est né. Ah, je sais pas. C'est René Barjavel. Et en fait, pourquoi je vous ai mis cette phrase? Parce qu'en fait, quand on parle de cycle et de saison, de connexion à la nature, on se rend compte qu'il y a une vraie influence de ce qui se passe dans la nature par rapport aux montées d'hormones et aux descentes. Et on s'imagine jamais assez que quand on circule là, dehors, et que les plantes sont heureuses, les fleurs ouvertes, on circule au milieu d'un foisonnement sexuel. Et ça, c'est tout le temps autour de nous, en fait. Les plantes ont des montées de sève, des descentes, les poissons qui séminent leurs semences dans l'eau. Donc quand on se baigne dans une rivière, on est dans ce cycle-là, on y est intégré. Donc quand on veut se couper de ça, c'est quand même difficile derrière d'assumer, de pouvoir se couper de cette connexion naturelle qui est toujours présente. Les animaux ont leur cycle sexuel, on ne va pas aller vérifier ce que fait notre chien, mais on le sait, c'est naturel. Et c'est pour ça que c'est bien d'en prendre conscience. Et encore une devinette, mais là c'est quelqu'un qui est beaucoup plus loin, qui n'est pas d'ici. Si nous nous obstinons à concevoir notre monde en termes utilitaires, des masses de gens seront constamment réduites à devenir superflues. C'est une philosophe que j'aime beaucoup et qui parle beaucoup de sexualité, qui a diffusé pas mal de textes sur notamment la place de la femme aussi en Europe. C'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, donc qui a révélé pas mal de choses sur les femmes. Et donc, j'aime bien cette phrase parce que la sexualité, souvent, déjà, est vue comme quelque chose d'utilitaire par rapport à la procréation, mais aussi, souvent, on a cette représentation de l'homme qui doit tout faire, de l'homme qui a cette utilité de donner le plaisir à la femme, ou la femme qui doit donner du plaisir à l'homme, le devoir conjugal, et on signe qu'il faut ne pas faillir à son devoir conjugal. Il y a des lois qui mettent comme cause de divorce la non-application du devoir conjugal. Bon, la sexualité, c'est bien autre chose qu'un devoir, et j'espère que vous le concevez comme ça. C'est-à-dire qu'on se sent à un moment donné aussi dans sa vie plus utile, parce qu'on ne travaille plus, parce qu'on ne regarde plus, parce que peut-être des fois on se sent plus aimé, mais on existe. Et on existe au-delà de notre utilité. Et là encore, quand on regarde les plantes, une plante, ça ne sert à rien, et pourtant ça sert à tout. Vous avez en haut des gens qui travaillent sur les bonsaïs, là, dans les stands, et si vous saviez à quel point regarder un bonsaï qui est là, qui pousse juste, simplement, qui est dans sa propre essence, va donner la sérénité, va donner l'amour, va faire pétiller les yeux de quelqu'un, eh bien, on raisonne en termes de non-utilité. Et donc, déjà, affirmer qu'on n'est pas dans quelque chose de l'action, de la production, mais bien de juste profiter d'un plaisir, c'est déjà aller vers une sexualité qui est détendue de certains principes et qui va beaucoup plus vers la sensorialité.
Alors donc, c'est pas seulement pour vous dire que c'est super chouette la sexualité que je suis là. S'il y a des sexologues aujourd'hui, c'est parce que depuis les années 60, aux États-Unis, il y a des réflexions qui ont été faites, notamment au départ, parce que oui, au départ, la sexualité a été étudiée par rapport à son aspect procréatif. Dans les années 60, c'est le gynécologue Bill Masters qui a voulu faire une école de la fertilité, une clinique de la fertilité, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes infertiles à tous âges. Et donc, il a rencontré une sociologue, Virginia Johnson, avec laquelle ils ont poussé les études dans les années 60, où sur place, dans la clinique, ils mettaient des gens en situation. Ils faisaient faire un acte sexuel aux gens ou un acte solitaire. Enfin, ils exploraient beaucoup de facettes de la sexualité et ils mesuraient scientifiquement ce qui se passait au niveau émotionnel, au niveau du cerveau, à tous les niveaux. Et ils ont pu en créer des statistiques et une discipline qui est aujourd'hui la sexologie. C'est arrivé chez nous dans les années 70 avec Hénard, qui était un médecin plutôt physiologiste, gynécologue et hygiéniste. Mais ça nous a permis d'avoir des données et d'avoir un intérêt pour ce qui se passait à ce niveau-là. Et donc dans les années 70, vers 74, l'OMS a mis au point, donc l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, avec l'UNESCO, a mis au point dans un des textes une définition de ce qu'est la santé sexuelle, tout simplement pour pouvoir intervenir à des niveaux humanitaires et à des niveaux nationaux sur des plans de prise en charge des souffrances. Et donc, c'est en 2002 que le texte a été officialisé. C'est-à-dire que c'est depuis les années 70 qu'existe la réflexion à un niveau mondial, mais en France et en Europe, le texte n'a été officialisé que là en 2002, et la chaire santé sexuelle au niveau UNESCO a été créée il y a 2 ans à Paris, avec des universitaires spécialisés. Donc on nous parle de liberté, de plaisir sans risque, sans violence, d'acceptation sociale, psychologique et médicale. Et ça, c'est aussi parce que ensuite, depuis les années 80, on a eu besoin de mettre en place des actions de prévention. Parce que la sexualité concerne aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect sécurité, sécurité affective, sécurité mentale et sécurité sanitaire. Et donc, on ait ce texte pour pouvoir intervenir et nous protéger, ça nous permet aussi de se dire que ce n'est pas du superflu. Et que quand vous êtes en maltraitance, quand vous êtes en maison de retraite et qu'on vous refuse d'avoir une activité sexuelle, qu'on vous refuse d'aller rencontrer un compagnon ou une compagne, d'avoir une intimité, qu'on vous pointe du doigt parce que vous avez une activité sexuelle dans votre chambre en EHPAD, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur des textes de loi parce que ce n'est pas qu'un plaisir, c'est aussi un droit humain. Et c'est important. Donc, il y a des initiatives nationales qui sont mises en place dans plusieurs villes, dans plusieurs organisations européennes. Notamment, il y a des associations qui vont sur place dans les maisons de retraite aussi par rapport à la prévention, parce que c'est pas parce qu'on a plus de 60 ans qu'il n'y a pas des cas de syphilis, de sida ou d'IST toute simple, ne serait-ce qu'un herpès. Il y a 28% de contamination en IST sur les maisons de retraite et structures d'accueil de personnes âgées en France depuis 2016. Une enquête a été faite en 2016. Donc c'est important de pouvoir aussi vous protéger, penser à l'autre, vous dépister et partager ça. C'est justement parce qu'on veut cacher la sexualité que du coup on ne va pas aller demander des préservatifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dépasser, surpasser, et surtout un dialogue qu'il faut ouvrir pour ne pas se retrouver avec ces problèmes-là. Surtout qu'à partir de 70 ans, le système immunitaire est en baisse. Donc, on ne va pas se défendre de la même manière à 80 ans qu'à 30 ans contre une MST, contre un chlamydia, contre une petite infection. Ça n'a plus les mêmes conséquences. On parle beaucoup de la grippe, mais on ne parle pas de l'herpès, qui est quand même une des choses qui se propagent le plus. Donc il y a des centres aussi spécialisés qui se développent,
Et puis, à Paris, par exemple, Anne Hidalgo a mis en place tout un système pour les seniors, dont un centre de dépistage mobile au niveau du sida, mais qui passe désormais aussi dans les EHPAD. Puis vous êtes à Vichy, la ville du bien vieillir, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une place pour tout. Alors, ce qui est important pour pouvoir avoir une sexualité épanouie et épanouissante, c'est de garder la pêche. C'est tout bête, mais si vous vous sentez bien dans votre corps, si vous mangez avec plaisir, si vous mangez des aliments qui vont vous permettre d'avoir une santé assez importante, si vous avez un apport suffisant en tant qu'homme en vitamine C, en vitamine B9, en vitamine B12, en zinc, en calcium et en potassium, eh bien votre potentiel sexuel ne va pas augmenter miraculeusement, mais au moins vous le préservez. On le dit toujours, on le dit peut-être trop ou pas assez, mais si on fume et qu'on boit de l'alcool tous les soirs, c'est sûr que le lendemain matin, notre érection sera moins importante et on aura moins l'envie, moins l'élan. Et garder la pêche au sens global du terme, avoir une activité physique moindre ou plus importante, mais toujours bouger, fluidifier, c'est ce qui va pouvoir permettre d'avoir un lien à l'autre. Et c'est aussi prendre soin de son corps, prendre soin du corps de l'autre. Quand je parle de prendre soin de son corps, quand on va faire quelque chose, ne serait-ce que prendre une douche ou se mettre du lait hydratant ou aller mettre de l'après-rasage, si on le fait en pof, vite, comme on ferait la toilette sans qu'il y ait le care, ce qu'on appelle le care, la prise en soin, la considération de l'autre, eh bien on perd 80% des effets. On va pouvoir mettre la crème Vichy la plus super du monde pour enlever les rides. Elle ne sera pas intégrée cellulairement par le corps si on ne le fait pas en conscience. Si vous savez ce qu'il y a dans votre crème, si vous l'avez achetée avec plaisir, si vous êtes allé chercher pourquoi vous la mettez, si ce n'est pas pour faire à la mode, eh bien vous allez intégrer différemment. Et ça, c'est déjà du sexuel. C'est-à-dire que vous vous regardez dans le miroir et vous allez donner à votre corps quelque chose qui va lui faire du bien. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des fruits, mais le faire en conscience et en se disant qu'on sait pourquoi on le fait. C'est toujours donner du sens. Et c'est comme ça qu'on prend soin de soi et de l'autre. Alors ça commence par s'aimer soi, effectivement, parce que sexuellement, on ne peut pas partager quelque chose que l'on n'a pas intégré. Donc quand on me dit que je n'arrive pas à donner du plaisir à mon mari, la première question c'est « et à vous ? Est-ce que vous vous en donnez ?» Et souvent, eh bien, il y a un petit oubli de soi quand même. Et bien, si on ne passe pas par ces phases-là de connaissance de soi, de maîtrise de ses organes sexuels, de maîtrise de tout son corps, on ne sera pas en mesure de donner à l'autre ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Donc c'est très important d'y penser. Je vous ai parlé de transmission, nutrition, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a un régime spécifique aphrodisiaque, mais par contre, il y a des aliments impondérables. Donc, tout ce qui va être vitamines, donc je disais pour les hommes, surtout les poissons, les fruits de mer, ne pas oublier les fruits et légumes, mais surtout les apports en choline, en acétylcholine, donc les légumes verts. C'est sûr que s'il y a une carence, ça va se ressentir au niveau des tissus, juste au niveau de la fermeté des muqueuses. Pour une femme, consommer de la sauge, de la passiflore, de la pensée sauvage. En plus, ces moments où on va prendre une infusion, où on va prendre le temps de choisir une plante qui sera bonne pour la santé, eh bien, on le prend aussi dans cette conscience du plaisir. Et on est dans la bonne région pour ça parce qu'on a la myrtille. Et il faut savoir que la myrtille, au niveau de tout ce qui est reconstruction des muqueuses et au niveau de la cellularité, la vascularité, a une très bonne action. Donc il n'y a pas toujours des myrtilles toute l'année, mais vous pouvez en trouver. Et puis vous pouvez surtout prendre des bourgeons de myrtille et de sauge. C'est très important. Toujours complémenter. Il faut savoir qu'après 60 ans, on a besoin de compléments alimentaires. C'est pas pour en vendre ou pas, parce qu'on peut les fabriquer soi-même. On peut aller ramasser des orties et se faire une décoction. Simplement, il faut bien intégrer qu'au niveau des ressources du corps, on va avoir besoin de complémenter. Il y a toujours une carence en vitamine D à un moment donné. Et la dépense hormonale
qui se fait pour justement ce changement d'hormones à l'intérieur, notamment à la ménopause, va entraîner des carences. Et c'est là où il faut consulter et il faut bien faire un bilan. Parce qu'une atrophie de la muqueuse, ça n'est pas inéluctable, il y a toujours des solutions. L'aloe vera, prise quotidiennement et de manière régulière, va aller hydrater l'intérieur. Donc c'est des petites habitudes de vie. C'est du guarana, de la maca, toutes ces plantes peut-être un peu exotiques, mais on a les pendants ici aussi. On a le safran à Charroux, on a la moutarde de Charroux, qui est pleine aussi de bons nutriments. Donc il suffit de se renseigner, de faire le bilan et de ne pas occulter. C'est-à-dire de se dire, bon, je me prends en main et ça commence dès le matin. Alors le périnée, je vous en ai parlé un petit peu. Est-ce que, messieurs, vous savez tous que vous avez un périnée? Ah, c'est bien, parce que c'est rare, hein. C'est rare que l'homme en prenne conscience. Ah, ben voilà, on a des bons élèves ici. Donc le périnée, chez les taoïstes, c'est la porte de la vie et de la mort, ils appellent ça. Parce que c'est le muscle de base qui est vraiment à l'endroit du chakra racine, qui est considéré comme le chakra le plus important. Et souvent, on se rend compte que c'est ici qu'il y a des blocages. C'est-à-dire la personne va respirer globalement, et puis là, hop, ça bloque. Et bien souvent, ça vient du périnée. En sexo-corporel, donc qui est l'école de Desjardins, qui vient du Canada, créée dans les années 80, on a mis au point une technique qui permet de lire aux 3 niveaux. Épaule, périnée et lien au sol. Et en fait, on se rend compte que souvent, ça bloque au niveau périnée, tout simplement pour l'homme comme pour la femme, parce que c'est un muscle qui est difficile à repérer. Je ne sais pas si vous, quotidiennement, ça vous arrive, mais c'est quand même difficile parfois d'aller le chercher, surtout quand on n'en a pas eu l'habitude. Donc c'est important d'y penser. Et il faut savoir que c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais on n'en parle que depuis peu, mais déjà chez les geishas, dans la tradition, une geisha qui avait un beau potentiel, c'est-à-dire qui, c'est pas pour dire qu'elle satisfaisait beaucoup d'hommes, c'est simplement pour dire que dans ce genre de civilisation, où des femmes sont consacrées au plaisir de l'homme, donc chez les Japonais, à une certaine période de leur histoire en tout cas, parce que maintenant ça a beaucoup changé, mais dans la vraie tradition, c'était comme dans les harems, dans les civilisations arabes, c'est-à-dire que c'était des femmes qui prenaient le temps d'apprendre à connaître leur corps pour savoir comment l'optimiser au maximum pour que les hommes qui viennent les visiter aient une sexualité épanouie à ce moment-là. Ce qu'on peut nous garder de ce qui se passe pour ces femmes-là, c'était cette connaissance de son corps. C'était d'aller chercher, c'est des femmes qui restaient de leurs 15 ans à leurs 25 ans enfermées, sans activité sexuelle, à aller explorer leur corps. Aujourd'hui, souvent, à 15 ans, on commence une activité sexuelle alors qu'on n'a même pas été savoir comment était fait son corps, et ni comment il fonctionnait, et ni explorer soi ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas. Et donc, le travail du périnée qu'elles apprennent très jeunes, qui peut-être aujourd'hui peut nous paraître bizarre, on leur donne des œufs, qui sont des œufs sacrés, des œufs de yoni. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Oui, toutes les cultures asiatiques. Et c'est-à-dire que c'est simplement avoir un objet qui permet de découvrir son périnée, de découvrir comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors on peut le faire sans objet, il y a tout un tas de choses qui existent, mais en tout cas, cette prise de conscience, au moins 5 contractions par jour, permet déjà d'appréhender autrement son corps. Ça agit sur la respiration. Ensuite, le périnée est lié au diaphragme. Le diaphragme conditionne la force du ventre, c'est-à-dire la posture. Et rien qu'à la posture, on sait déjà comment ça circule sexuellement chez une personne. Donc c'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Alors c'est 5 secondes de contraction, 2 à 5 fois par jour chez l'homme. Chez la femme, c'est un petit peu plus. Non, voilà, chez la femme c'est ça, et chez l'homme c'est un peu plus parce que c'est encore plus profond chez l'homme. 15 contractions, de 5 secondes, 3 fois par jour. Donc concrètement, vous êtes dans la file d'attente, vous attendez, vous êtes au cinéma, vous écoutez une conférence, vous pouvez y aller, vous pouvez contracter, décontracter, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est tout à fait
naturel. Et on se rend compte aussi que plus on va travailler le périnée, plus on va avoir une action aussi sur le reste du corps, et notamment sur l'anus, parce que en France comme en Europe, on sait que les hémorroïdes sont un des problèmes principaux et un des freins principaux à la sexualité. On a une recrudescence à partir de 50 ans d'hommes qui ont des problèmes d'hémorroïdes. Et c'est pas seulement lié à l'alimentation, c'est surtout lié à l'assimilation et à la manière dont on occulte cette partie du corps. Et du coup, il y a beaucoup de soucis liés à l'expulsion et à la rétention, qu'elle soit au niveau fécal et au niveau sexuel. Mais bien sûr, c'est lié. Quelqu'un qui a des problèmes d'intestin va avoir des problèmes au niveau prostatique et sexuel. Donc, c'est tabou, bien sûr, mais il y a des médecins et des professionnels pour ça. Et la moindre petite gêne, il faut alerter, il faut dire à son corps, il faut prendre conscience et aller se dire peut-être que c'est une zone que j'ai oubliée parce que tous les tabous sont là derrière et je suis traumatisée avec ça. Mais derrière, on gagne beaucoup en aisance et aussi en capacité sexuelle. Donc l'incontinence, je vous en ai parlé. Et du coup, cette reprise de confiance, elle est importante parce que quand on sait que notre périnée va bien, qu'on va pouvoir aller courir, qu'une femme va pouvoir rire ou faire des abdos sans qu'il y ait d'accident, eh bien, on va pouvoir aussi sexuellement avoir une meilleure aisance. Et aussi une posture qui va permettre de se sentir mieux. Alors, la prostate, le cancer de la prostate est quand même un des cancers masculins les plus répandus et les plus meurtriers en ce moment. Et donc, il y a des exercices qui existent pour prévenir ça. Donc c'est dans les manuels de Tao, notamment de Mantak Shiga, et puis après il y a plein de choses qu'on ajuste avec des pratiques de yoga sexuel, avec des cahiers d'exercices en sexo-corporel. Mais globalement, c'est les mêmes exercices de contraction et de décontraction et de respiration. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que à l'intérieur sous le périnée, il y a un endroit qui s'appelle le point à $1 million. Donc, je ne sais pas si vous voyez où c'est, chez l'homme, qui est un point, en fait, juste sous le scrotum, qu'on a du mal parfois à aller chercher, mais qui est le point qui va permettre au périnée et à l'anus de travailler en corrélation et justement de ne pas aller écraser la prostate par la vessie. C'est tout un système, c'est mécanique, mais quand on sait en prendre conscience et prendre le temps d'aller le chercher, ça peut devenir un jeu aussi. Parce qu'en prenant de l'âge, quand on est avec notre partenaire, il y a des petits accidents, il y a des petits impondérables, il y a des choses compliquées. Eh bien, au lieu que ça soit un blocage, il faut parvenir à ce que ça soit un jeu. C'est ce que je vous mettais sur l'image précédente au tout début. C'est-à-dire que les seins ne tiennent pas, eh bien, on va mettre une main à un certain endroit. Eh bien, c'est pareil. Il y a plein d'endroits à aller chercher au niveau des testicules et du scrotum qui sont des endroits de stimulation, de mise en aise et de vrai confort pour le partenaire. Et c'est ça aussi l'amour. C'est pas seulement de voir les choses à un niveau le plus idyllique et le plus glamour possible. La sexualité à partir d'un certain âge se fait par rapport à cette condition-là. Alors, c'est mon réveil pour ne pas oublier la soupe. Je ne sais pas si vous avez acheté des soupes, mais elles sont délicieuses et elles sont en haut. Je ne sais pas s'il en reste. Ah oui, il en reste peu, donc il faut se dépêcher. Potiron et céleri. Ouais, voilà. Alors, je vous ai mis qu'il faut communiquer parce que la sexualité, c'est pas seulement les organes sexuels. Ça commence dès le chuchotement dans l'oreille et dès le dialogue. On parle beaucoup de communication instinctuelle et animale, notamment avec des vétérinaires comme Catherine Mailleux, qui ont écrit là-dessus, qui ont écrit sur tout le non corporel, le non dissible, l'intrinsèque, on va dire, de ce qui se passe entre deux personnes. Une rencontre sexuelle, c'est avant tout une rencontre naturelle et animale, et plutôt chimique. Donc, se mettre en communication avec l'autre, ça c'est des techniques qui existent avec la PNL, par exemple, la programmation neurolinguistique, où au lieu de se dire que l'autre va penser ci ou penser ça,
c'est de se mettre en cohérence. Et ça déjà c'est un grand pas par rapport au partenaire qui est en face, c'est d'aller se corréler à son état du moment. Et cette communication-là, c'est vraiment la base. C'est de chercher où en est l'autre. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez le faire, et plus il y a des choses qui vont se passer de manière spontanée. Alors ça n'empêche pas le dialogue par les mots. Mais le dialogue par les mots, il vient aussi du sensoriel. C'est-à-dire se dire, ah, il y a une odeur qui me rappelle telle ou telle chose. Eh bien, allez chercher ensemble une réminiscence, un souvenir, quelque chose qui va vous interpeller, partager des choses de l'enfance, du retour au primaire. Si on est encore avec la même personne à 80 ou à 70 ans, c'est qu'à un niveau encore plus loin que ça, à du primal, il y a une connexion très importante. Et il y a de fortes chances pour que la personne qui est en euphorie sur une certaine odeur, celle qui est en face et qui est là depuis toute sa vie, est la même. Et ça, c'est des théories plutôt psychocomportementales et animales qui ont lieu dans des recherches plutôt biologiques, mais qui permettent de comprendre que si on est avec quelqu'un, c'est pas pour rien. Et que du coup, si on oublie de partager, si on a vécu quelque chose de super ou de très difficile dans la journée, mais qu'on ne partage pas, on se coupe de beaucoup de liens. Et tous ces liens-là sont des petits liens qui vont construire le fil qui va permettre de créer la sexualité. Alors il y a aussi tout un travail qu'on peut faire par rapport au chuchotement et à l'ouïe. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur les 5 sens et j'invite les gens à aller chercher des jeux, c'est-à-dire à s'écouter l'un l'autre de proche, moins proche, on ferme les yeux, la personne va être un peu plus loin dans la maison, et bien on va essayer de se retrouver. Pourquoi ? Parce que dès le psychisme enfantin, ça c'est Dolto, le Forda, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le jeu de coucou. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'être aimé et l'amour de l'autre dans le fait d'être présent, pas présent. Alors c'est pas que visuel, c'est de la sensation. Et donc si on arrive à jouer à ça encore à ces âges-là, on retrouve l'enfant intérieur. Et on va le sécuriser, on va le stimuler. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher du sexuel. Et puis il y a tout ce qui est échange avec la lecture. Je pense que vous êtes, quand on est senior, on est dans des âges où on lit encore un peu. Parce que bon, avec les écrans et tout, c'est pas toujours dit. Mais se faire la lecture, lire des textes érotiques, des textes qui nous font vibrer, les partager, c'est très important. Parce que la voix, on voit ça en ASMR, c'est des techniques qui existent où on enregistre en stéréo des sons qui vont parler au cerveau gauche, donc qui est le cerveau émotionnel, et au cerveau droit, non c'est l'inverse, au cerveau droit qui est le cerveau émotionnel, et au cerveau gauche qui est le cerveau beaucoup plus pragmatique. Et on se rend compte qu'en travaillant sur des sons n'importe lesquels, ça peut être des sons d'eau, ça peut être des sons de la rue, ça peut être des sons rassurants, moins rassurants, mais en tout cas, c'est d'aller chercher la sensibilité de l'autre. Et quand on lit une histoire à un enfant, on voit le bien-être que ça lui procure juste avant de dormir. Eh bien, ça peut être des échanges qui va pouvoir déboucher ou non sur du sexuel, mais qui va donner un vrai temps d'échange à deux. Ça, c'est très important. Alors oui, pouvoir lâcher parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui arrivent en cabinet en étant un petit peu bloquées, mais juste parce qu'ils n'ont jamais dit que telle position ça faisait mal et que ça fait 30 ans que ça se passe comme ça. Et c'est là où cette glace-là est à briser parce que quand on arrive à un certain âge, on n'a plus de temps à perdre. Et ne pas dire, c'est se couper de ce qui pourrait être vécu en fait. Donc c'est aller lâcher les choses petit à petit. Alors la sensorialité, donc c'est toutes ces choses, ces évocations, cette sensibilité au visuel, à la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité à faire des liens entre les choses. Et donc c'est de revenir à l'éveil des sens, à juste aller apprécier des choses variées sur les 5 sens. C'est-à-dire que quand on va appréhender l'autre, eh bien on va l'appréhender avec ses 5 sens. Avec le toucher, avec l'odorat, avec la vue. Il ne faut pas hésiter non plus à travailler
parce que quand on est dans le ventre de la maman, eh bien, le stade oral fait qu'on va se goûter soi-même, on va savoir quel goût a notre peau. Eh bien, le goût de la peau de l'autre, c'est aussi le goût de sa sexualité, c'est aussi le goût de ce qu'on va partager ensemble. Et reconnaître la personne à un niveau gustatif, c'est la reconnaître dans son intimité. Et donc, c'est pas forcément du sexe oral, mais juste aller à la rencontre de la peau, des sécrétions, de tout l'autre, c'est important. Et oui, parce que donc au niveau du palais et dans la bouche, il y a plein de neurorécepteurs, notamment au niveau du palais, c'est relié au clitoris. Donc quand une femme vous dit qu'un carré de chocolat c'est super, c'est aussi, il y a plein de raisons. Il y a les raisons hormonales parce qu'effectivement le chocolat est chargé de tout ce qu'il faut, mais il y a aussi cet aspect fondre sur le palais. Et on sait que c'est directement lié au clitoris. Alors au niveau olfactif, c'est une odeur, c'est une émotion. Et ça passe direct dans le néocortex, le cortex émotionnel, qui est relié, lui, à la glande pinéale et ensuite au réseau sexuel. C'est pour ça qu'une odeur qui dégoûte est une odeur qui va générer un mal-être assez important, beaucoup plus qu'on ne le pense. Surtout quand on est enceinte, on s'en rend pas mal compte, ou quand on est sous des traitements un peu forts. Et donc, je vous ai mis ce schéma-là parce qu'effectivement, lèvres, langue et cerveau. Alors, est-ce que vous savez déjà quel est le premier organe sexuel? Le cerveau. Entre autres. Il y en a un qui prime encore avant. Enfin, qui est lié. Il y a la bouche. Ah non, ouais. La peau. Oui, c'est la peau. Parce que la peau est l'organe le plus étendu, en fait, du système et du corps humain, mais aussi l'organe qui a le plus de récepteurs. Alors, ici à Vichy, on dit la santé passe aussi par la peau. Moi, je dirais que tout passe par la peau. C'est-à-dire qu'en yoga, on fait un travail, par exemple, de retrait des sens. Donc, on coupe tous nos sens afin d'être à l'intérieur de soi. Mais le toucher, on ne pourra jamais couper. C'est quelque chose qui est toujours présent et qui nous relie toujours à l'extérieur. C'est sans cesse un va-et-vient intérieur-extérieur. Donc négliger sa peau, ne pas la prendre en compte, aller se dire qu'elle est trop vieille pour être, je sais pas, aimée, choyée, massée, eh bien c'est se couper de la plupart de son organe sexuel. Et ensuite viennent le cerveau, les lèvres et la langue. Et donc le baiser, c'est 67 muscles qui marchent en même temps. Et c'est toute l'activité des canaux sensoriels qui se met en activation pour aller vers le sexuel. On peut avoir un orgasme avec un baiser, tout simplement parce que sur la langue, on a les glandes de Guinée donc, qui sont sur les côtés, qui sont celles des bourgeons gustatifs. Ensuite, le milieu de la langue est relié à l'intestin et à l'estomac. Le cœur sur le devant de la langue et sur les côtés, les glandes sexuelles. Et la lèvre supérieure est reliée au vagin et la lèvre inférieure est reliée au pénis. Alors, c'est chez les deux, hein. Donc ça veut dire que quand on est sur la lèvre supérieure d'un homme, on va aller chercher en lui son énergie féminine et sa sensibilité féminine. Et quand on est sur la lèvre inférieure d'une femme, on va aller chercher son côté érectile et excitatoire. Donc, stimuler l'aspect clitoridien. Et c'est quelque chose de tout bête, mais apprendre à s'embrasser, apprendre à aller chercher ces zones-là, c'est déjà une sexualité. Et ça demande peu d'efforts et peu d'aménagement, à n'importe quel âge. Donc ça, c'est les zones du cerveau qui sont en contact. Quand on active la langue, il y a toutes les sorties motrices qui sont directement sensibilisées. Il y a des exercices qu'on peut faire en sexo-corporel, c'est de faire à l'intérieur de la bouche, sur son propre palais, avec sa langue, le trajet qu'on imagine sur son corps. Vous essayerez, c'est très sympa. ça fait plein de sensations. C'est-à-dire qu'on trace avec la langue tout ce qu'on imagine sur un corps.
Et il y a des pratiques taoïstes où on demandait aux disciples de tracer le trajet de là où ils devaient se rendre pour diverses missions, comme on sait dans tout ce qui est un petit peu traditionnel et philosophique. Il y a des quêtes, la quête du Graal et tout ça. Donc c'est toujours des quêtes qui sont liées quand même à la quête sexuelle en fin de compte, au final, dans beaucoup de civilisations. Eh bien, on demandait aux disciples de tracer le chemin exact avec leur langue sur leur pavé, pour qu'ils intègrent sensoriellement le trajet et qu'ils en soient imprégnés à un niveau sensible, à un niveau presque sexuel. Alors, je vous ai parlé de Masters and Johnson, donc les fondateurs de la sexologie. Ils ont mis au point cet outil-là, qui est un outil qui permet de repérer les phases de la réponse sexuelle. Donc nous, c'est notre outil pour que derrière, on sache où est-ce que ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est bien de faire cette courbe et de prendre conscience, ah bah oui, c'est quand elle commence à m'en parler, alors là déjà ça va pas. Ah non, on en parle, ça se passe bien, mais au milieu, bon, voilà. Et de prendre conscience de tout ça, c'est se dire, bah ok, il y a toute cette courbe, mais il y a aussi tout le tour du plan d'eau, on ne le fait pas toujours à chaque fois, mais on marche quand même. Donc on n'est pas obligé d'aller à chaque fois à la fin d'un cycle. De toute façon, le corps il y va tout seul. On active un cycle, on commence une réponse sexuelle, on commence le désir, il ira à son propre plateau et ça continuera. Les réseaux du corps sont bien faits, mais en tout cas c'est bien d'avoir en tête comment ça se passe. Et puis tout ce qui est cyclique, alors justement on prend en compte les cycles de sommeil, d'hormones, de vie psychique et des lunes. Parce que la lune a une grosse influence sur la sexualité féminine et que juste de prendre conscience au moment où ça va pas, au moment où hormonalement on est instable, au moment où on dort moins bien, mieux, de prendre conscience sur quelle phase lunaire c'est, ça permet d'avoir une autre connexion à l'intérieur de soi et de prendre conscience des énergies féminines à un autre niveau, qui n'est pas que physiologique, qui est plutôt beaucoup plus universel et beaucoup plus large. Ça peut aider une femme à se reconnecter à son féminin à l'intérieur de soi. En notant chaque jour, la lune est bien, je suis plus humide, je suis moins humide. Toutes ces prises de conscience-là, c'est pas grand-chose, mais ça permet vraiment de retrouver du désir, de l'aisance et de se réapproprier son corps, tout simplement. Ensuite, au niveau des cycles, il faut savoir qu'il y a des cycles aussi de l'érection. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une érection, il y a plusieurs phases, qu'elles soient érection clitoridienne ou érection masculine. Et donc, ces phases-là, c'est des phases qui, avec le temps, vont mettre plus de temps. C'est-à-dire que, enfin, avec le temps, avec l'âge. C'est-à-dire que la première phase, qui est la phase de montée, de gonflement, va prendre un peu plus de temps. Donc si on le sait, on va avoir la patience et l'imagination pour pouvoir faire des jeux, pour pouvoir être dans quelque chose qui est plus ludique, qui n'est pas à se dire ah bah oui mais c'est long donc j'arrête. On met en charge un ordinateur, le temps que la vidéo se charge, on n'abandonne pas de la regarder. Et bien avec une femme, avec un homme, c'est pareil. C'est juste de savoir combien de temps ça prend, de se connaître et de se dire on peut faire autre chose en attendant. C'est pareil, on va mettre autant de temps à avoir une excitation, mais on va avoir autant de temps pour la détumescence, qu'elle soit féminine ou masculine. Et cette phase-là est une phase réfractaire, c'est-à-dire que la phase de détumescence, où tout est en train de s'arrêter, même s'il n'y a pas eu orgasme, mais s'il y a eu au moins montée d'énergie sexuelle, quand ça va descendre, c'est un moment où la sensibilité est accrue et où la douleur est très rapide. Donc, si l'homme n'est pas au courant de ça, que la muqueuse est atrophiée, qu'il y a déjà une petite sécheresse, mais que du coup, lui, il n'est pas encore en phase descendante, mais que la femme, oui, il peut y avoir une douleur. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un vrai dialogue, ou entre hommes aussi, entre femmes aussi, bien sûr. C'est la même chose, c'est cette attention à l'autre de son propre cycle. Et si on va plus loin, on se dit, bon bah elle était en cycle de désir parce qu'on était en lune noire et que c'est l'automne. Et qu'elle a pas mangé, elle a mangé assez de fruits de mer cette semaine-là. Eh bien, on va pouvoir faire un schéma global de ce qui se passe dans le corps et dans l'intellect de l'autre à ce moment-là. Et on va pouvoir mieux connaître la personne au niveau sexuel et savoir quand est-ce qu'on peut y aller, quand est-ce qu'on ne peut pas. Quand elle
Quand les mamelons commencent à durcir, on sait qu'il y a du désir. Mais est-ce qu'on sait si elle est dans la phase détumescente ou pas? Et donc, c'est de prendre en compte les cycles à l'intérieur de la réponse sexuelle, les cycles de montée-descente de l'autre pour savoir quand est-ce qu'on va lui faire mal et quand est-ce qu'on va être dans la bienveillance et la douceur. Et ça s'apprend déjà seul avec soi-même, avec toute une connexion à ce qui se passe, et puis après à deux. Alors ça je vous fais faire des petits cahiers, par exemple, des journaux de bord, où on note un petit peu tout, et on s'intéresse à tous ces aspects-là. Donc, je vous ai parlé d'alimentation. Donc, il y a tout ça, déjà comme base, qui est... on en a, du coup, dans la soupe, on a la soupe au céleri. L'ail, vous savez qu'ici, on a une ail particulière qui pousse en Auvergne, qui s'appelle l'ail des ours. En fait, c'est une plante que l'on peut faire en pesto, en tartinade. Et du coup, l'ail, c'est vraiment un très bon activateur sanguin. Un très bon activateur circulatoire, et ça permet aussi de préserver la prostate, de préserver les muqueuses. Donc c'est très important. L'huile de sésame, je vous l'ai mis en alimentaire, mais c'est aussi une huile qui s'utilise beaucoup pour nourrir le corps et qui, quand elle est bio et pure, peut être utilisée au niveau des muqueuses. Et c'est très important d'hydrater les muqueuses. Je pense que j'engage toujours à utiliser du lubrifiant, surtout après 30 ans en fait. C'est pas pour faire joli, mais c'est parce qu'il vaut mieux être bienveillant avec la muqueuse et l'hydrater que d'aller vers l'irritation, mais ça, c'est des choses qui se prévoient longtemps avant. Même pour une activité solitaire, il vaut mieux avoir un lubrifiant. Alors, je parlais surtout de l'alimentation, mais parce que moi, je lis l'alimentation au sexuel dans le sens où, quand on a du plaisir avec notre bouche, et on l'a vu juste avant, eh bien, on en a aussi intellectuellement, psychiquement, et donc sensoriellement et sexuellement. Je vous ai mis donc, tous les aliments qui redonnent un peu de boost, notamment la patate douce et l'igname, qui sont vraiment des choses qui, consommées régulièrement, permettent jusqu'à changer la texture des sécrétions quand on a une petite faiblesse ou quand il y a un petit manque. Alors tout ça, c'est des aliments bien sûr qu'il vaut mieux manger frais et pas forcément très transformés. Et ce que j'invite à faire, c'est des dégustations. C'est très érotique d'avoir plusieurs produits tout frais et de se passer un moment, les yeux bandés, à se faire goûter des choses l'un l'autre, aller chercher la saveur, deviner. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les épices, le ginseng, le gingembre, mais pas que, la carotte, le concombre. Je vous ai mis le jus d'herbe de blé parce que c'est pas très connu en France, mais c'est quelque chose qui est plein de nutriments et qui permet vraiment, au même titre que la spiruline ou que l'acétycholine, d'avoir une meilleure circulation à l'intérieur des canaux et de réouvrir tout ce qui concerne la circulation. Parce que souvent, c'est ça en fait. Ce qu'on cherche dans les aliments au niveau libido, quand on dit le gingembre et tout ça, on cherche juste une meilleure vascularisation. Et souvent un complément en vitamines et minéraux. Il ne faut pas oublier de se reminéraliser tout le temps, notamment avec de l'iode. Surtout dans des zones ici où on est loin de la mer, on a un grand besoin en iode après 60. Ah, et les graines germées aussi, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, dans une graine, c'est comme dans le liquide séminal chez l'homme, c'est-à-dire que c'est le prémisse, la graine, de ce qui sera le bébé. Donc, il y a tous les nutriments. Et donc, tout ce qui est graines germées, les graines de poireaux, de lentilles, les graines de pousses de bambou, tout ça, vous les trouvez germées, ça vous fait des petits fils. C'est très agréable sur une salade, sur une tartine. C'est tout petit, mais vous en mettez un petit peu de temps en temps sur la salade, dans l'alimentation, et ça va énormément apporter. Et on peut le faire germer soi-même. En plus, c'est très sympa comme connexion à la nature de prendre ce temps-là, effectivement. Mais là, c'est vous profitez de tout ce qui va être propice à faire pousser une plante, donc à faire monter aussi une sève à l'intérieur de soi. Comme on a dans la gelée royale.
La gelée royale, c'est vraiment l'aboutissement du produit de la veille. Et donc, ça va permettre aussi une meilleure défense immunitaire. Alors, slow sex et massage. Donc oui, la respiration. Il y a plein de respirations possibles au niveau des échanges. Et donc, ce qui va être important dans la considération du massage, c'est pas de faire un massage complètement californien ou thaï ou je ne sais quoi, parce que de toute façon, on n'est pas des professionnels. C'est simplement d'aller englober et aimer le corps de l'autre. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment pour la remise la réadaptation du schéma corporel quand il y a eu une ablation, une perte, une modification importante. Eh bien, on va travailler le contouring et le wrapping. C'est-à-dire, on le faisait déjà chez Pierre Janet dans les instituts de psychiatrie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être enveloppé. Donc on peut le faire avec des tissus. Il y a des choses qui existent, qui sont des grands tissus comme des draps, mais qu'on peut imbiber d'huile et de plein d'épices différentes pour envelopper l'autre. Tout simplement parce qu'on recherche tous, à un niveau viscéral, le fœtus. Voilà, le côté rassurant, englobant et doux qu'on avait dans le fœtus. Et donc, aller faire ça à son partenaire, ça permet d'être sur des choses qui permettent après la sexualité. Alors, en huile, donc, vous avez l'ylang-ylang, qui a vraiment une vraie action sur la psyché. On s'est rendu compte que chez la plupart des gens, ça générait du désir sexuel. La cannelle, c'est un stimulant et un fortifiant, donc ça va aussi aider. Ça permet une circulation un peu plus énergique, donc ça, vous pouvez l'utiliser plus pour être dans quelque chose d'un petit peu plus tonique. Et la myrrhe aussi, qui a une action aussi antibactérienne, donc vous pouvez l'utiliser après dans tout ce qui concerne les échanges de fluides et le passage sur toutes les parties du corps. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de l'érection qui est aussi féminine. Ce qui fait la dysfonction érectile chez l'homme, souvent, c'est le manque de confiance et l'angoisse de performance. Donc ça va être aussi de la responsabilité de la femme que d'aller vers des choses qui vont lui permettre de relâcher là-dessus. Sachant qu'il y a des exercices, comme l'exercice du cerf. Alors pourquoi le cerf ? Parce que le cerf, c'est un animal, c'est le seul animal, en tout cas dans les mammifères, qui règle tout seul son système hormonal et qui réussit à gérer son plaisir et celui de sa partenaire. Chez la biche, il y a également une maîtrise du plaisir et du désir sexuel, et notamment les biches, à partir d'un certain âge, quand elles ont terminé leur cycle de reproduction, donc quand elles sont en ménopause, elles vont aller initier leur nièce avec des pratiques de sexe oral au plaisir. Tout ça pour qu'elle soit prête quand le cerf est prêt à recevoir l'acte sexuel. Cette philosophie-là, elle est donc inventée par la nature. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transmission féminine de la volonté d'un certain plaisir et d'un partage. Et du coup, le cerf, on s'en inspire chez les taoïstes pour le contrôle du périnée. C'est un des mammifères qui a le plus de puissance au niveau du sperme, de son érection. On s'est rendu compte qu'il la maîtrisait très bien. Et tout ça parce qu'il travaille sa respiration. Donc quand on entend le brame du cerf, on sait que c'est cet appel sexuel, mais il y a aussi derrière tout un travail respiratoire. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé entendre le brame du cerf. Il y a les souffles avant et après. Et c'est très puissant. Mais en fait, il ne fait pas ça pour faire joli, il est juste en train d'activer son noyau sexuel et de le désactiver pour trouver sa mesure à lui. Et c'est ce qu'on fait faire aux gens. C'est-à-dire qu'on a des cahiers d'exercices très protocolaires où vous avez tout un processus à suivre en tant qu'homme, à vous prendre le temps de contracter, décontracter, aspirer, faire venir la respiration en haut, en bas, avec plusieurs étapes. Et c'est des choses qui sont pas à pas. Des exercices qui se font tout au long de la vie, chez les jeunes comme les moins jeunes.
Alors oui, sur la dysfonction érectile, je ne vous ai pas parlé du Viagra, mais j'en parle pas parce que pour moi, c'est pas efficace. Si on envoie des gens, c'est parce qu'ils ont déjà essayé le Viagra, souvent au risque de gros problèmes cardiovasculaires, d'AVC, même chez les très jeunes, donc c'est pas quelque chose que je cautionne. Bien sûr que quelqu'un qui est bien portant, qui va vouloir s'éclater un petit peu ou être dans la performance un soir plus qu'un autre, va pouvoir en prendre, ça va maintenir une érection. Mais ça va l'empêcher d'éjaculer et ça va le déconnecter de son propre plaisir. Donc ça, il faut bien être conscient que toutes ces avancées-là, elles restent des supports techniques, mais qu'il faut derrière le support émotionnel et qu'il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il y a beaucoup d'autres choses, comme les cock rings, qui sont tout simplement, en fait, des anneaux en plastique, en silicone, que l'on met à la base de la verge, parce que dès 60 ans, l'innervation au niveau sensibilité de la verge descend. C'est-à-dire qu'au début, l'os du pubis est l'endroit qu'il faut stimuler chez l'homme pour arriver à des érections un peu plus fortes. Et bien plus on va avancer en âge, plus ça va être en bas. Et donc du coup, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir intervenir. Donc pour maintenir une érection, tout simplement, on va serrer la base de la verge ou les testicules. Et les cock rings sont très très bons pour ça, parce que juste techniquement, on met un anneau et on n'y pense plus après. Et il y en a des vibrants qui permettent du coup un autre plaisir aussi à la partenaire. On arrive à la fin. Donc dans tout ce qui est adjuvant, c'est surtout ce dont je parlais tout à l'heure, et puis les cures de cuivre or argent, parce que ce sont des choses qui se font. Alors, vous allez avoir un petit cadeau, et puis vous verrez ce qu'il y a comme adjuvant. La chose qu'il faut que je vous dise absolument, c'est l'hygiène, parce que on a beaucoup de pratiques qui se font des fois inconsciemment, et c'est très important, même au sein d'un acte sexuel et surtout à un certain âge, de dire bon, j'ai touché tel endroit, on prend 2 minutes, on se lave les mains avant de faire autre chose. C'est pas on passe de l'anus au vagin ou à la bouche, tout ça. Ça peut, dans le mouvement, être super, mais ayez à côté de vous un gel hydroalcoolique ou de quoi vous laver les mains. Il y a trop de transmission et souvent, la sexualité, c'est un petit peu spontané et on va trop vite et on oublie ces règles-là. Et se respecter, c'est aussi passer par cette hygiène. Donc le partage et le plaisir, on en a beaucoup parlé. Et je vais finir sur cette phrase du docteur Michel Maynard-Davis, qui est aussi sexologue aux États-Unis, qui dit « Oubliez le feu d'artifice, mais s'il reste des braises, foncez ». Je vous remercie. Et puis n'oubliez pas de remplir vos questionnaires et de les donner à ma collègue à la fin de la salle. Vous aurez votre petit cadeau. Si vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi. J'ai des cartes de visite et puis on peut toujours se parler et aborder les choses tranquillement. Je vous remercie. Merci. Merci. Tout simplement pour nous faire de Oui. Merci.